L'Autriche et Spielberg nous offrent toujours des courses d'anthologie, des batailles incroyables et il s'est passé beaucoup de choses hier pour la 11e manche du championnat du monde de Formule 1 édition 2024. Salut les amis, c'est le débrief des pistonnés et je suis toujours aussi bien accompagné. Hamza Armani d'un côté, monsieur Brice Germain de l'autre. Comment allez-vous, messieurs ? Ah donc c'est Hamza Armani mais monsieur Brice Germain. Ah excuse-moi. Non, monsieur je Hamza comprends Armani. qu'il y a des préférences. Non. Effectivement, après son émission de la il y en a. Je peux comprendre. Il y en a des préférences. Il va falloir que tu l'acceptes. Il n'y a pas de préférence. Vous êtes mes deux enfants et je vous aime autant. Tant qu'il n'y a pas de préférence nationale. Ah ouais, non, surtout pas. En attendant, je suis l'aîné, donc il y a une petite. Ah, tu sais, le petit dernier, généralement. Ouais, t'es le vieux. Petite fibre, tu vois. Ça va, les gars? C'est vrai que je me suis mis une balle d'un coup là. On a passé. Je me suis rendu compte. On a passé un bon petit week-end de course. Alors pas un bon samedi, hein. Parce qu'on s'est quand même fait atomiser la tête. Il y a eu 3 tours qui étaient cool. Samedi, ouais. Ah oui, je pensais à la qualif plutôt. Mais... Ah oui. Ah d'accord, oui. J'avais oublié le format sprint. C'est compliqué, hein. Mais je sais pas, je pensais que la course sprint, ça révolutionnait la F1, qu'on aurait du spectacle, en veux-tu, en voilà. Ça a failli. Oscar est un peu venu tuer le spectacle quand même. Il avait raison de le faire. Ah, c'est la faute d'Oscar en plus. Non, mais non. Maurice, Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, t'es là, ah bah non, mais si tu viens là et que t'as pas le rythme, c'est chiant, tu vois. Ouais, bien sûr. Avant de commencer, les gars. Alors qu'on aurait pu avoir un crash dès la course sprint au final. Oui, c'est possible. Avant de commencer, les gars, juste un petit mot quand même sur la F2. Notre Isaac Hadjar avait du potentiel, a eu encore des problèmes techniques et un petit peu de frustration malgré le podium en feature race ce dimanche. On en revient à ce qu'on disait il y a une semaine, il s'en sort bien au vu des problèmes techniques qu'il a eu là en l'occurrence vendredi, la casse moteur. Déjà qu'il part dans le top 10, samedi, c'est plutôt prometteur. Oui, après tu lui refais un moteur qui manifestement a aussi des difficultés le samedi et puis le dimanche il y a cette demande de Campos d'inverser les positions avec son coéquipier Pepe Marti et effectivement Pepe Marti à la fin puisque Hadjar n'a pas réussi à attraper la première place ou même revenir en lutte pour la première place, il demandait de nouveau la position, sauf que Pepe Marti il a eu cette enquête et ça c'est un autre problème encore une fois. On parle d'une action qui a eu lieu, je sais pas, peut-être au 8e ou au 10e tour, et on attend le 35e tour à 5 tours de la fin pour ouvrir une enquête sur un fait, en l'occurrence un arrêt au stand sous voiture de sécurité virtuelle pour Pepe Marti. Voilà, tu te compliques encore les choses par des prises de décision tardives sur des ouvertures d'enquête. Je comprends la frustration de Pepe Marti, puisque lui estime qu'il a fait le job en laissant, et puis la F2 c'est pas la F1. Enfin, la notion de coéquipier elle est quand même différente. Elle n'existe pas. Voilà, c'est ça, tu viens, tu payes, tu roules. Rappelle-toi, pour Cher Martins en Hongrie l'année dernière, Victor a empêché Théo de passer et ça a ruiné la course de Théo et il y a aucun problème parce que en soi c'est la F2. Ils sont coéquipiers pour Hart mais à partir de là Victor jouait sa course, Théo joue sa course et puis il joue ta carrière là. C'est ça. Les consignes d'équipe n'ont aucun sens en F2. Moi je vais louer le comportement de Campos qui a eu quand même la demande aimable, hein, tu vois, il y a pas d'obligation même dans le ton de faire ce swap. Je loue aussi Pepe Marti qui l'a fait ce swap même si ça a duré deux tours. Et puis effectivement à la fin il n'y a pas eu de nouveau swap puisque tu te retrouves dans la situation, dans la configuration où Pepe Marti il peut aussi protéger Hadjar des pilotes qui arrivent derrière. Il y avait Aaron et il y avait Colapinto qui avait des pneus plus frais. Et effectivement 4 heures après la course on apprend que Pepe Marti il a une pénalité de 30 secondes. Donc au final Campos a bien fait, mais je comprends aussi la frustration de Pepe Marti sur le moment. Et frustration d'Isaac Hadjar aussi parce que sur un week-end où de lui-même il le dit, il marche sur tout le monde, il prend moins de points que Paul Aron à cause de la fiabilité de sa monoplace et de son moteur et c'est dommage parce que c'est un peu l'inverse de Théo Pourchaire mais il met moins facilement les points que Théo, mais par contre dans l'impression Isaac il est seul au monde sur ce championnat. Paul Aron il laisse pas une grosse impression, je crois qu'il a même pas de victoire si je dis pas de bêtises. Non. Mais une régularité absolument extraordinaire. Oui, mais encore une fois c'est là où tu places le curseur. Qu'est-ce que tu veux voir en F2? En l'occurrence, les décideurs de F1 ont choisi, puisque Drugovic et Théo Pourchaire, qui étaient plus dans la régularité, n'ont pas de baquet. Peut-être que ça va. Drugovic, quand même, il a bien cartonné, hein, le nombre de victoires. Il a cartonné aussi Théo en Hongrie, je te rappelle. Oui, ça change le championnat. Je suis pas sûr qu'il y ait une grande influence, mais en l'occurrence. J'aimerais bien qu'on décide quelque chose par les décideurs de F1 pour la F2, à savoir si c'est l'impression qui compte ou si c'est la régularité, ou si c'est rien du tout, à savoir Kimi Antonelli qui va être en F1 alors qu'il n'a même pas besoin de preuves pour y aller. Isaac nous l'a dit dans une excellente interview que je vous invite à retrouver sur FTS. Il nous disait quand même que le gap entre la F2 et la F1,
il est quand même pas minoré entre guillemets. Ah ouais, bah il a minoré pour Mercedes avec Antonelli visiblement. Donc, ou pour Sauber avec Joe qui fait 4ème championnat. Pour Berman qui arrive dès le samedi et qui claque en un claquement. Mais là il a prouvé. Il a prouvé quelque chose. Ça on va en parler mercredi. Mais non mais c'est facile, c'est quand tu pilotes une Ferrari, c'est facile de marquer des points. Qui avait dit ça déjà? Beaucoup dont toi. Mais c'est pas vrai. Retrouvez les émissions. C'est pas vrai. Mais c'est plus simple de faire ça. C'est plus simple de faire ça que regarde, même Nick de Vries, il est arrivé, il a mis des points. Hein, même que M. Ramani voulait un baquet. Bon, donnez-lui un baquet. Les gars, on a beaucoup de choses à dire dans cette émission, donc je vous propose. On est chaud. Qu'on avance. D'ailleurs, pour parler de cette émission, j'étais surpris du débat parce que pour une fois, c'est vrai que j'étais pas présent au call. Ouais. Je pensais qu'on allait faire un débat. Le prodige doit-il prodiger? Tu sais, j'ai vu moi tu sais, comme on fait maintenant des analyses seulement à travers des résultats, je voulais juste voir. La semaine dernière, tu disais le prodige doit-il prodiger? Ah, mais c'est pour ça qu'il faudrait qu'on fasse un débat Nick de Vries meilleur pilote de l'histoire parce qu'on fait pas le prisme des résultats du coup. Et finalement, je suis assez déçu qu'on ne le fasse pas, donc je suis assez étonné, assez surpris. Excuse-moi, mais il a pas prodigé, il a récupéré 2 positions Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Allez, on lance tout de suite le Non, on n'a pas vu les 4 enseignements, pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu perdu. Donc on va parler aujourd'hui. La honte de la France, M. Ramani. Non, aucune référence politique aujourd'hui, s'il vous plaît. Il y a pas de référence politique. Quelle indignité, Quelle indignité. On se croirait sur TF1 ou France 2 un dimanche soir. Le retour du boucher de Genk. Oui, parce qu'il y a eu un accrochage entre Lando Norris et Max Verstappen, et on va essayer de se poser la question de savoir si le bad boy Max Verstappen est de retour. Russell, 585 jours d'attente ou après. C'était la dernière victoire de Mercedes en Formule 1. Ils l'ont emporté hier. Pourquoi t'as pas retourné Russell pour qu'il matche avec les étoiles de la Mercedes? Avec les bras. Mais si, oui, mais c'était. Tu le mets en l'envers comme ça et ça marche. Ah oui, c'est vrai que ça aurait pu marcher. C'est pas mal. L'audace au pays de Niki avec le pari audacieux de Haas qui a payé hier. Et puis Alpine, est-ce qu'on en fait pas un peu trop? Est-ce que les pilotes en font trop? Ce sera la première question. Est-ce que nous, dans notre analyse, parce que c'est Gasly, parce que c'est Ocon, est-ce qu'on en fait pas un peu trop? On va essayer de se remettre en question dans les pistonnés. Oui, ça nous arrive parce qu'on fait preuve une fois par saison d'intelligence. Les amis, on lance tout de suite le petit jingle avec mon Léo, et puis on attaque forcément un gros premier renseignement. Avant de commencer, les résultats de ce Grand Prix d'Autriche, la deuxième victoire en carrière notamment de George Russell qui s'impose devant Oscar Piastri, forcément. Carlos Sainz, 3e. On a 3 voitures différentes aux 3 premières places. Lewis Hamilton qui échoue au pied du podium. Verstappen qui limite la casse avec la 5e position. 2 Haas dans le top 8. Hülkenberg, 6e. Magnussen, 8e. Perez, lui, finit entre les deux. Et puis Ricciardo et Gasly complètent, bien sûr, les points. Premier enseignement, les gars. Revenons sur le fait majeur de ce dimanche, l'accrochage entre Lando Norris et Max Verstappen. Regardez un petit peu, avant de parler de l'accrochage, revenons quand même sur les faits de ce week-end. Un week-end dominé par Max Verstappen qui a fait la pole position en SQ3, qui s'est imposé assez tranquillement, il faut le dire, en course sprint, pole position l'après-midi en écrabouillant la concurrence. Et puis, il faut le dire qu'il a pu compter sur un Norris qui était un peu trop naïf aussi également en course sprint, et aussi peut-être une McLaren pas assez offensive sur la stratégie, ce qui lui a permis de dominer un relais et demi, on va dire, jusqu'à son deuxième arrêt complètement raté chez Red Bull. Retour de Lando Norris qui avait à ce moment-là plus de rythme, un Max Verstappen en difficulté avec le grip et sa monoplace, et un accrochage au final. Vous allez voir, il y a 2 théories, mais on va en parler un petit peu après, 2 théories qui s'opposent aujourd'hui. Finalement, Verstappen a été pénalisé à la suite de ce crash et Norris, lui, a été obligé à l'abandon. Pour avoir vos avis, vous n'avez peut-être pas tous vu la course, donc on va se replonger justement dans ce qu'il s'est passé dans ce 64e tour du Grand Prix d'Autriche, avec quelques images, des photos, parce que je vous rappelle qu'on n'a toujours pas acheté les droits. C'est bien sûr notre problème. Ça avance. Mais ça avance, on négocie. On n'a tellement pas acheté les droits et que je suis tellement en colère par rapport à la F1 TV, je vous en parlerai mercredi, qu'on a même flouté le logo F1. Tiens, chais. Oula. Je suis un peu énervé contre cette histoire. Mais du coup, on est au chômage la semaine prochaine ou possible, c'est pas mon problème. La remontée donc vers le virage numéro 3, vous voyez Lando Norris qui prend beaucoup plus de vitesse que Max Verstappen qui, vous le voyez à l'inclinaison, décide de défendre à l'intérieur. Cliché suivant, les 2 voitures sont au coude à coude, Max Verstappen referme l'espace à l'extérieur et donc ils sont contraints de se toucher. Max Verstappen qui va emmener Lando Norris, vous le voyez dans le virage, qui ne va pas lui laisser d'espace et l'emmener vers l'extérieur, et derrière il se touche une 2e fois, et cette fois-ci la roue avant droite de Lando Norris qui accroche la roue arrière gauche de Max Verstappen. Crevaison pour les 2 hommes. On pourrait même aller un petit peu plus loin, regarder le prochain cliché, donc ils sortent des limites de piste. Cliché suivant,
Voilà, vous voyez les deux voitures en perdition et de crevaison à ce moment-là. Et même lorsqu'ils reviennent sur la piste, c'est l'autre move quand même assez pas choquant, mais voilà, un peu énervant. Max Verstappen qui va tasser Lando Norris pour l'empêcher de passer alors qu'ils sont tous les deux sur 3 roues. Je vous remonte juste le move de l'intérieur cette fois-ci en caméra embarquée. On voit bien Lando Norris donc qui prend la trajectoire extérieure. Max Verstappen qui défend à l'intérieur. Verstappen qui referme l'extérieur. Le premier contact donc avec la McLaren. Derrière, Lando Norris, il ne peut absolument rien faire. Et le deuxième contact, vous le voyez, c'est lorsque Max Verstappen justement referme alors qu'ils sont complètement dans le virage et qu'il oblige Lando Norris à sortir. À la fin de cette course, les commissaires ont effectué ce rapport que vous allez commenter les gars. La direction de course qui nous dit Verstappen abordait le virage 3 avec Norris à sa gauche. Avant de tourner, Verstappen s'est déplacé vers la gauche, provoquant une collision avec Norris. Les commissaires déterminent que Verstappen était majoritairement fautif et imposent donc 10 secondes de pénalité conformément aux précédents. Les précédents, ça pouvait être notamment cet accrochage entre Joe et Fernando Alonso. Qu'est-ce que vous en avez pensé? La faute à qui? Et votre sentiment après ce crash qui a quand même bien pimenté une course qui était jusque-là un petit peu moribonde. Bon, la faute à qui, je pense qu'on sera d'accord. Je sais pas, parce qu'il paraît qu'ils sont pas d'accord. Il y a deux théories, paraît-il, dans le paddock. Oui, mais je pense au niveau, entre nous, je pense que dans l'impression, Max Verstappen laisse une impression de culpabilité plus grande que ce qu'elle n'est parce que ça faisait 10 tours qu'il défendait un peu en louvoyant, qu'il était toujours à la limite de ce qui était décent en termes de défense, même si encore une fois, il faut pas faire justement comme tu dis dans la pudeur de gazelle. Oh là, cette expression. Il faut pas faire dans la pudeur de gazelle parce que effectivement ça reste de la course automobile et que la défense, aussi rude soit-elle, si elle est dans les règles, elle est dans les règles. Louvoyer au freinage, ça n'est pas dans les règles, mais défendre difficilement en essayant d'emmener un petit peu sur des parties sales son adversaire, ça pour moi il y a rien de mauvais, c'est juste du vice, mais du vice nécessaire, notamment pour être un triple champion du monde comme le Max Verstappen. Je pense que du coup l'arrivée au dernier move qui justement se termine mal, ça fait voilà, dès qu'on essaye de dépasser Max Verstappen, ça se termine forcément mal. Parce que Max Verstappen, ça fait 10 tours qu'il défend comme ça. Et évidemment, ça relance les débats qu'on avait en 2021 où quand Lewis Hamilton essayait de dépasser Max Verstappen, il n'y arrivait entre guillemets jamais parce que Max Verstappen était jusqu'au boutiste dans ses défenses, quitte à l'emmener dehors. Je repense à Monza, même si c'est une attaque. Ça reste une défense de position parce que c'est en sortie des stands, donc c'est une attaque pour défendre sa position. Dans un contexte très particulier, je voulais y revenir, mais puisque tu parles dès maintenant de 2021, dans un contexte très particulier où les deux jouent le titre et où à Monza, Hamilton est plus rapide et va prendre des points à Verstappen dans la lutte pour le championnat. Il a déjà pris avec Silverstone. Donc le gagnant de ce move-là, en l'occurrence à Monza, c'est Max Verstappen, parce que les deux font 0-0. Après une erreur au stand de Red Bull d'ailleurs. Tiens. Et l'enjeu là, effectivement, on se dit aussi qu'il est pas si grand, tu vois, s'il perd la première place. Alors, c'est un peu ce que lui a dit Laurent Dupin en question, et la réponse de Max Verstappen, malheureusement je la comprends un peu, qui est de dire en même temps, si j'étais là pour finir deuxième, je resterais à la maison. Oui, mais alors ça ne peut pas tout justifier. Effectivement, je vais à mon boulot pour réussir dans ma carrière, c'est pas pour autant que je vais écraser mes collègues. Désolé, y a un minimum de décence à avoir. En l'occurrence, non. Et non. Mais pour le coup, le move effectivement est de trop. Après, est-ce que il faut se dire, est-ce que c'est pas un peu facile d'aller dire, c'est Max Verstappen, il est revenu à 2016, il est revenu à ce qu'il a fait au Mexique contre Vettel, il est revenu à Spa, ce qu'il a fait contre Raikkonen. Moi, ça me rappelait beaucoup Italie avec Bottas 2018, je crois, où à l'arrivée au T1, c'est exactement le même. C'est exactement le même. Mais tu as un peu cette facilité de dire, voilà, quand Verstappen est sous pression, il est sale, il est crado. Oui, il l'a été hier. Et pour autant, faut pas oublier les moments où il a été sous pression et où il ne l'a pas été. Hier, il est fautif. Je trouve qu'il va trop loin, qu'il s'est emporté, notamment sur ce move après avoir crevé. Et c'est bon, lâche au bout d'un moment. Mais pour autant, ne généralisons pas. On n'est pas forcément revenu à un Verstappen de 2016 où toutes les courses étaient comme ça. Je pense qu'effectivement, il a un peu craqué hier et il nous a remontré des mauvaises choses. Mais attention à ne pas aggraver une situation qui ne l'est pas tant que ça. Il y a un accrochage, une défense jusqu'au boutiste. Mais au-delà de ça, Max Verstappen reste quand même un énorme pilote qu'on a actuellement sur la grille. Merci pour la conclusion qui méritait quand même. Parce que c'est vrai que j'entends des choses depuis... Fous de ma gueule, non ? Depuis hier. Ce qui m'a pas plu, c'est qu'on l'a retrouvé hier, alors que depuis quelques mois, on louait justement le fait
cette maturité aussi du côté de Max Verstappen au niveau du pilotage. On l'a vu ces derniers mois depuis son titre, même s'il a souvent eu la possibilité d'être seul au monde sur ses différentes courses, mais il s'est parfois battu face à Charles Leclerc, ça s'est plutôt bien passé. Et là, je retrouve le Max que... Je vais pas dire que je n'aime pas voir, parce que ça fait partie de son pilotage, ça fait partie de son caractère, et c'est aussi ce qui lui a permis de remporter des courses, de remporter des titres et d'être le pilote aujourd'hui qu'il est. Mais on en revient à des débats que l'on a eu en 2021. Je parlais à l'époque de règne par la terreur. Là, en l'occurrence, c'est soit tu cèdes, soit on se crache. Et on est revenu un peu sur cette... C'est la Prost quand même, hein, comme... Sur cette partie que moi, je n'aime pas trop voir, parce qu'en l'occurrence, on n'est absolument pas sur un dernier tour comme ce fut le cas Hamilton-Rosberg en Autriche, sur ce même virage 3, ou avant-dernier tour, je sais plus, mais enfin, on était vraiment toute fin de course. Là, ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que Max avait peut-être en tête l'idée, alors qu'il restait, je crois, 8 ou 9 tours, de se dire, s'il me passe, c'est terminé. Pourquoi ? Alors si. Ces médiums ne vont pas, et il ne pourra pas tenir derrière. On ne le saura pas, mais il y a 2 secteurs à tenir, et après la zone DRS, et t'as de nouveau, et on sait que justement le côté tu cèdes ou crash, le côté règne par la terreur, Verstappen, il le maîtrise, les pilotes connaissent la mentalité de Max. Si au tour suivant il est dans la zone DRS et qu'il tente quelque chose, peut-être que Norris aussi défend différemment. On l'a vu en course sprint où il a ouvert la porte. Maintenant, sur l'acte en lui-même, parce que ta démonstration sur le fait d'avoir eu quasiment 10 tours de défense et que peut-être ça joue aussi dans l'analyse... Défense rude et pas forcément ultra loyale. Propre, c'est ça. Parce qu'il y en a un vrai changement de direction, je crois que c'est la première attaque de Norris, un vrai changement de direction en zone de freinage qui est sanctionnable, qui ne l'a pas été. Si ça avait été une lutte pour la 14e place entre 2 pilotes anonymes, peut-être qu'il y aurait eu sanction. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu. Tu te retrouves donc sur cette situation. Et là, oui, Max Verstappen commet une faute. Il a été sanctionné pour ça, dans le sens où il y a aussi un changement de direction en zone de freinage, puisqu'il est quasiment, j'exagère, mais milieu de piste. Ouais. Il laisse bien plus d'une voiture d'espace à Lando Norris, justement sur la partie propre, qui en plus Norris a le DRS. Et il va se rabattre progressivement sur Lando Norris. Verstappen est fautif, Verstappen a été sanctionné. Mais, une fois que l'on dit ça, et là je reprends une expression que j'aime beaucoup depuis quelques mois, on n'a pas eu un concours d'intelligence des 2 pilotes. Qui c'est qui avait dit ça ? C'est Romain Grosjean. C'est Romain Grosjean. À Miami, oui. Oui, c'est ça. Lando Norris, sur un pilote As en plus, je sais plus lequel. T'es sûr, c'est pas Magnussen, je crois que c'est Magnussen. C'est pas les 2 Alpines ? Non, je crois que c'est Magnussen. Lando Norris a le droit de rester là où il est. Il a le droit. Sauf que ça la coûte un abandon. Tu avais la possibilité, en Autriche en l'occurrence sur ce virage 3, de t'écarter un petit peu, de monter sur le vibreur et d'éviter le contact. Je ne dis pas qu'il est en tort, je dis qu'il aurait pu éviter, lui, le contact. Mais c'est cette fameuse j'ai le droit donc je le fais, même si ça n'a plus de logique. Exactement. Sauf que Verstappen, je crois que c'est l'année dernière face à Carlos Sainz au même endroit, lui, il va monter justement sur le vibreur pour éviter le contact, là où c'est Carlos Sainz qui va un petit peu se rabattre sur lui. On a déjà eu des situations où les pilotes, Verstappen le premier, a eu l'intelligence d'éviter les contacts. Je pense juste au départ de Barcelone. Si Verstappen il a une réflexion à la Lando Norris, la course de Verstappen et peut-être de Norris, elle dure 300 mètres. Et encore, même pas. Tu peux te dire aussi que si Lando Norris ne relâche pas un petit peu plus tôt que les 2 autres, ils sont à 3 de front et ça peut se finir mal à Barcelone. Au premier virage. Pas le premier virage, quand il le fout dans l'herbe. Oui, pardon. Dès le départ, Norris met Max Verstappen dans l'herbe. Tu vois, Niki Lauda te dirait, en faisant une comparaison avec Barcelone 2016, que là, c'est la faute de Norris. Parce qu'il te dirait que... qu'il te dirait que Norris voit l'espace, il sait qui il a en face de lui, et il ne se décale pas à gauche. Lauda avait, lui, analysé la situation comme Rosberg a mis le pit limiter et il le voit. Fait de la récup. Je sais plus ce qu'il avait mis comme bouton. Non, il n'avait pas actionné le bon mode moteur au départ. Tu le vois, donc tu sais qu'il va réduire, donc te mettre là n'a aucun sens. Et ce qu'avait dit, c'est ça. Il a dit, dans ces cas-là, si tu sais qu'il a ce problème,
laisse-le défendre à l'intérieur, tu passes à l'extérieur. Pourquoi tu passes pas à l'extérieur? C'est une vidéo qui est ressortie assez récemment sur le réseau. En gros, si tu appliques la situation, c'est tu vois l'espace, tu sais que Max le voit, tu te mets là. Oui, tu es dans ton bon droit. Oui, il n'y a rien à te reprocher de faire ça. C'est ça. Mais tu sais comment va évoluer la situation, entre guillemets. Et ça, c'est important de le dire. Norris, d'un point de vue réglementaire, n'a rien à se reprocher. Non, c'est juste. C'est ça. Tu sais quand même. Mais on n'a pas assisté à un concours d'intelligence. Non. Dans le sens où il aurait pu l'éviter. 80-20. Et alors, justement. Oui. Pour moi, c'est pas du 100-0 déjà. Oui, bien sûr, c'est jamais du 100-0. Mais en l'occurrence, oui, la responsabilité, elle est. Si tu analyses seulement le crash d'un point de vue réglementaire, elle est largement côté Max. Et les 10 secondes sont méritées, je les trouve justes, moi, personnellement. Oui, après, si derrière, il y a un écart trop important et qui fait que la pénalité de 10 secondes ne change rien. Ah, mais comme Hamilton et Verstappen à Silverstone. Exactement. On s'en fout, elle vaut 10 secondes. On est d'accord. Complètement. Ensuite, et là, on va en arriver à un point qui, moi, dans la partie gestion d'un championnat de la part de Verstappen, c'est déjà le cas en 2021. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, Verstappen considère Norris comme étant un prétendant pour le titre. En tout cas, Norris, je pense que oui. Je pense que Norris, aujourd'hui, se considère comme un prétendant pour le titre. Max, et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur Monza 2021, mieux vaut faire 0-0 que perdre 7 points. Ouais, bien sûr. Et là, en l'occurrence, il fait 10-0. Oui, mais dans l'idée, tu peux pas savoir avant le crash et les conséquences. Potentiellement, il est prêt à sacrifier sa course pour. On en revient on se crash ou tu cèdes. Ah bah, dans sa position, s'il y a toutes les courses, il crache une fois Leclerc, une fois Norris, une fois Leclerc, une fois Norris, concrètement, c'est un champion du monde. Oui. Ah pardon, peut-être Piastri va revenir. Non, mais parce que en l'occurrence aujourd'hui, Leclerc, pour l'instant, je suis vraiment sur Norris pour la lutte pour le championnat. Et effectivement, dans cette situation-là, le grand gagnant comptablement, c'est Max Verstappen. Oui, bien sûr. Maintenant, si on juge les situations, parce qu'il y a eu plusieurs situations litigieuses, certaines peut-être sanctionnables. Je parlais tout à l'heure du tour 55 avec cette. Écoute, moi, oui, la responsabilité elle est de Max. Dire qu'on peut pas se battre avec Max, je suis pas forcément d'accord. Ça dépend Norris, des fois, quoi. C'est ça, en fait, Norris a voulu sortir les coudes, a voulu montrer quand même que voilà, il avait du caractère et que moi je ne cède pas face à toi. Ça aurait pu passer. Peut-être qu'il aurait pu avoir un 25-0 et c'est Max qui se plante. En l'occurrence, dans cette situation-là, ce n'est pas passé. Et à partir du moment où tu as une responsabilité dans le fait de ne pas avoir évité le crash, je trouve que c'est assez facile de rejeter la faute, l'intégralité de la faute, sur Max Verstappen. On se rend quand même compte. Justement, attends, je te laisse prendre la parole juste après. Regardons les deux déclarations des pilotes quand même à l'arrivée. Et après, on donnera la parole au directeur d'écurie parce que vous allez voir, il y a deux théories autour de cet accident. On commence avec Norris. J'ai livré cette bataille sur le fil avec respect et loyauté, mais ce n'est pas ce que j'ai eu en retour. Il faisait des choses que vous n'êtes pas autorisé à faire et n'a pas été pénalisé. Je sais à quoi m'attendre avec Max. Beaucoup d'agressivité. 3 fois, il fait des choses qui peuvent facilement provoquer un incident. C'était un peu imprudent. Il semblait un peu désespéré de son côté. Il est toujours comme ça quand il va se faire passer. Réaction de Max Verstappen, toujours sur la F1 TV, le débrief d'après course. Bien sûr, de l'extérieur, c'est difficile de voir comment je freine. Maintenant, je bouge toujours ma roue avant de freiner et ensuite je freine en ligne droite. Je pense que le pilote dans la voiture sait mieux que quiconque, même si chacun peut avoir sa propre opinion. De l'extérieur, c'est plus facile de juger ce qui se passe. Dans ces dive bombs, en parlant de Lando Norris, il est tellement en retard sur les freinages, même si c'est la forme du virage qui pose parfois ce genre de problème. C'est ainsi, ce n'est jamais agréable quand cela arrive. Ce que dit Max Verstappen aussi, c'est que dans cette interview, il dit que si tu veux, la tentative de Lando Norris est un petit peu désespérée au virage numéro 3 parce que essayer de passer à l'extérieur lui semblait en tout cas désespéré et pas forcément efficace. La tentative, il n'a pas à la juger, il a à la prendre telle quelle et à la contrer. Non, mais ce qu'il dit, c'est qu'au T3, il dit au T3, on passe jamais à l'extérieur. De grosso modo. Mais d'accord, mais attends, je suis désolé, mais je trouve que cette phrase-là. Norris, c'est pas ce qu'il voulait faire en plus. Non, mais. Je pense qu'il voulait surtout soigner sa sortie. Il veut décroiser, mais. Soigner sa sortie avec le DRS. Et là, il passe. Bloqué à l'intérieur, Verstappen, qui a déjà des problèmes avec ses pneumatiques, justement, dans cette traction qui est super compliquée à la sortie du 3, pour justement ne pas lui permettre de réaccélérer en zone gommée, et derrière, aller le reprendre à l'accélération pour poser un frein à l'intérieur au DRS, ce qui me semble logique, c'est ce qu'ont fait beaucoup de pilotes. Parce qu'à chaque fois qu'on a vu un dépassement au 3, normalement tu te fais repasser au 4. C'est vrai. C'est vrai. À l'intérieur. On l'a vu plein de fois, mais même on l'a vu avec Norris en course au sprint. Donc non, cette phrase-là, moi je trouve que Max Verstappen s'érige un petit peu en
je sais pas, je vous explique comment on dépasse sur ce circuit. Et s'il le fait là, bah non, moi je me défends comme ça parce qu'on ne dépasse pas ici de toute façon. Ah non, attends, je suis désolé, il passe où il veut. Il passe où il veut, et à partir de là, c'est à Verstappen d'adapter sa défense. Mais j'ai défendu comme ça parce que je pensais vraiment pas qu'il allait passer là, et c'est un peu kamikaze de dépasser là. Ça fait un peu non, attends, oui tu m'as battu sur FIFA, mais j'ai pas joué à fond parce que je m'attendais pas à ce que tu marques d'ici, personne ne marque d'ici. C'est un peu des excuses un peu à la con quand même. Moi j'ai juste une question. Il est plus noble que ça normalement. Je me sens obligé de la poser, même si l'acte a été sanctionné. Je le redis logiquement parce que le règlement, il a changé de trajectoire sur une zone de freinage et qui a provoqué ensuite un contact. S'il n'y a pas contact, est-ce qu'il y a pénalité? Ah, tu penses qu'on a jugé la conséquence? Bon, je pense que oui, quand même, qu'il y a pénalité. Non, je pense pas. Ah, tu penses pas? Non, mais on a déjà vu une situation similaire où Max Verstappen, du coup, s'est retrouvé à l'extérieur. Et pourquoi il y aurait eu pénalité s'il n'y a pas contact? C'est ça. C'est que, encore une fois, je trouve qu'on. Et en fait, ça a commencé à monter quand même depuis quelques tours, les gars. Mais on serait passé de ça à 10 secondes. Tu vois, pénalité de 10 secondes. Je crois que c'est deux ou trois tours avant. Il y a une autre situation où Norris passe, justement. Et Verstappen se retrouve à l'extérieur. Verstappen. Et derrière, se trouve obligé de laisser passer Verstappen parce que Norris attaque à l'intérieur, prend son virage, il le prend plutôt bien. Sauf que Verstappen, lui, il en joue. Plutôt que de rester derrière, il va sortir de la piste, il reste devant à l'extérieur. Il reste devant. Norris passe et il le laisse repasser. C'est là où l'expérience, et c'est pour ça que j'en veux pas, moi, à Lando Norris, même quand je dis que c'est pas tout blanc ou tout noir et qu'il aurait pu, c'est pas un concours d'intelligence, qu'il aurait pu éviter le crash. Je le dis depuis plusieurs semaines, ça fait partie du processus d'apprentissage aussi, le fait de se battre devant et le fait de jouer un championnat et de penser à la réflexion, pas course mais championnat. Bien sûr. Lando Norris, il aurait pu, plutôt que de laisser repasser Verstappen, continuer sa fin de course devant, en tête. S'il prend une pénalité de 5 secondes, peut-être qu'il fait l'écart, mais surtout, moi je tiens à rappeler quelque chose. 2019. Il l'a prise au final, la pénalité. 2019. Non, il prend la pénalité pour track limits. Oui, dépassement de track limits. Oui. Ah, tu pensais pas Non, moi je parle pas de ça. Je parle d'un dépassement. Ça aurait été track limits au final. Si le dépassement. Non, pas à ce moment-là. C'est comme celui de Verstappen. Non, lui, il reste en piste. 2021. Lui, il reste en piste. On parle pas de la même chose. L'attaque de Norris, c'est au tour 61. Donc, tu parles pas de celle où il sort de la piste et qui lui provoque sa 4ème track limit alors qu'il tentait de dépasser. Non, justement, la 4ème track. C'est ça. Oui. Moi, je parle du tour 61. Il passe Verstappen à l'intérieur du virage 3. C'est Verstappen qui sort de la piste. Mais lui reste sur la piste. Norris est devant et derrière, Verstappen le passe. 2019. C'est exactement la même situation qui offre la victoire. Verstappen à Leclerc. Verstappen n'est pas pénalisé. Verstappen ne rend pas la place à Charles Leclerc. Verstappen gagne la course. La gestion d'un championnat, c'est aussi la réflexion, comment savoir, est-ce que je risque une pénalité qui est tendancieuse parce qu'on ne sait pas vraiment si du coup il allait être sanctionné ou pas. Est-ce que je risque une pénalité? Si je risque la pénalité, peut-être que je peux créer cet écart de 5 secondes sur les 10 tours qui restent. Ça fait partie, comme je le répète encore une fois, du processus d'apprentissage de Lando Norris. Mais sur cette situation-là, et je pense qu'il apprendra de cela, je l'espère pour lui. On pourrait aussi se poser la question d'une pénalité. Est-ce que si ce n'avait pas été Max Verstappen, le safe release aurait été pénalisé ou non? Parce que il doit quand même freiner dans la voie des stands. Le Russell, je sais plus. Non, c'est Norris. C'est Norris. Norris doit freiner dans la voie des stands. Est-ce que si c'est pas, encore une fois, on peut se poser cette question-là. Et je voulais juste ajouter une chose tout à l'heure par rapport à l'agressivité. On assiste quand même à un redoublement de ces situations en course principale après une sprint. C'est vrai. Parce que si on a les deux mêmes belligérants et qu'il y en a un qui est frustré de la veille, exemple Norris, parce que justement il a été assez naïf sur ses dépassements, a tenté plusieurs fois à l'extérieur sans jamais tenter l'intérieur, et quand Max lui repasse, c'est une fois à l'intérieur, peut-être qu'à ce moment-là il se dit mais je vais muscler mon jeu. Quand t'as une semaine d'écart entre deux courses, t'as le temps de retomber, t'as le temps de avoir des essais libres, des qualifications, de pas être dans les mêmes situations. Là, les situations se sont retrouvées similaires et ça arrivait la veille, tu l'as encore frais dans la tête. Donc tu muscles ton jeu. Donc tu essaies de surprendre l'autre. Et encore une fois, ça s'était passé la même chose à Silverstone. C'était après une course sprint où Max Verstappen avait pris la tête de course dans ce même virage à Lewis Hamilton. Du coup, le lendemain, Lewis Hamilton muscle son jeu, rehausse son niveau. La situation était différente, mais au Brésil, c'est pareil. Lewis Hamilton, il est en 2021, il est animé de quelque chose de différent parce que la veille, il a pris une pénalité folle et il est remonté de course sprint, il me semble, de 20 à 5. Et après, il repart 10e pour jouer la tête. Donc, tu sais, il y a ce côté quand même qui rend un peu plus acerbe les pilotes et amène à un niveau d'agressivité qui est, pour moi, très convenable.
mais qu'il faut, à un moment donné, rendre peut-être plus linéaire sur la saison, parce que s'il y a des pics d'agressivité comme ça, on peut se retrouver avec un Max Verstappen qui, en fait, vient gâcher, entre guillemets, tout ce qu'il a pu prouver depuis certains mois, je trouve. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que je vous le répète depuis le début de cet enseignement, il y a 2 hypothèses dans le concours de la mauvaise foi. Il y a 2 hypothèses qui périclitent, entre guillemets. La théorie, l'explication de McLaren via Andrea Stella et les explications sans mea culpa de Christian Horner. Et tu vas voir la course sprint est concernée par ces explications. Andrea Stella déjà qui commence, qui dit hier sur Sky Sports: je vois que toute la population du monde a vu qui est responsable de cet incident, à l'exception d'un petit groupe de personnes, en l'occurrence Red Bull. Le problème, c'est que si vous n'abordez pas ces événements honnêtement, ils reviendront. C'est revenu aujourd'hui parce que ça n'a pas été traité correctement par le passé, comme lorsqu'il y a eu des bagarres avec Lewis qui devaient être punis de manière plus sévère. C'est comme ça qu'on apprend à courir d'une certaine manière que nous pouvons considérer comme juste et équitable. Voilà, Andrea Stella qui n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Réponse de Christian Horner, toujours sur Sky Sports. Lando a dépassé les limites 4 fois. Il allait avoir une pénalité et il a été derrière trop ambitieux, donc c'est frustrant. Donc on comprend que Christian Horner dit grosso modo, vu qu'il allait être pénalisé, il a flingué notre course. Il me semble qu'il y avait suffisamment d'espace pour Lando. Il y a des pilotes coriaces et Lando sur ce coup a joué des coudes. Il y avait déjà eu des contacts entre eux pendant la course et au final, celui-là leur a coûté cher à tous les deux. Je pense que la pénalité est sévère pour Max. C'est parfois aussi ça la course. Christian Horner qui en remet une couche et tu vas voir, ça va se rapprocher de tes propos de tout à l'heure. C'est pas fini les bêtises. Tout ça, c'est probablement un peu dû à sa gueule de bois d'hier. Max l'a dépassé sans DRS dans le virage 4 et puis il s'est fait passer par son coéquipier, donc il a probablement une petite gueule de bois. Max est un pilote difficile et ils le savent. Je pense que Lando essayait de se rattraper d'hier. Il était inévitable de voir cette situation s'installer pendant quelques courses. À un moment donné, fallait que la tension monte entre deux. Avant que tu réagisses, Hamza, juste, tu dis que mes propos ressemblent... Non. En fait, moi, je dis que ça peut justifier une agressivité. Horner justifie le fait que Lando aurait fait des erreurs. Complètement. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Ça fait écho dans justement l'échelle, si tu veux, de la montée de l'intensité entre les deux hommes dans ce week-end. C'est utiliser le bon argument pour en faire quelque chose de mensonger. Qui a gagné le concours de la mauvaise foi, les gars? Christian Horner. Je trouve ballottage favorable. Je trouve son propos, au premier tour là. Je trouve son propos stupide, puéril. Malhonnête, moi je trouve. En fait, s'il utilise un argument réel pour quelque chose de mensonger. Et je vais me permettre, c'est une réaction d'idiot. Voilà, j'aime pas émettre ce genre de jugement, mais là, Christian Horner, c'est fait. Dans la défense, t'as le droit de défendre ton pilote, qu'il soit en tort ou pas. T'as le droit de le défendre publiquement, mais d'une certaine manière. Mais j'ai bien peur que pour Horner, ce soit sa conception de la course et de la défense. Bah, c'est grave. Ah bah on est d'accord. Si c'est le cas, c'est grave. Et c'est encore pire que de la bêtise et de l'idiotie justement dans la défense de cette manière, parce qu'effectivement ça soulignerait qu'il n'a pas les mêmes valeurs de combat dans le sport automobile. Mais c'est ce que dit Stella. C'est que si on a manqué de rigueur sur les punitions à certains moments, si c'est autorisé, pourquoi ne pas le faire? Et donc, en l'occurrence, Max Verstappen n'a pas été tant puni que ça en 2000. Tu vas me faire un cahier de vacances, toi. J'ai été punitionné. Max n'a pas été tant puni que ça en 2021, à raison ou à tort, parce qu'il y a plein de moves qui sont litigieux, qui ne méritaient pas forcément une pénalité, mais d'autres oui. Qu'à partir de là, si on entre dans la zone grise, Max Verstappen se dit, si zone grise il y aura toujours moyen de se défendre à minima dans la communication. Mais là, tu pourras pas le reprocher à Max Verstappen. Ça fait 10 ans qu'il est en Formule 1, ça fait 10 ans qu'il a progressé, mais ça fait 10 ans qu'il a cette même conception du pilotage. Parce qu'il est conditionné là-dedans, ce que dit Stella. Rude. C'est comme ça qu'on défend les catégories inférieures aussi. C'est pas sanctionnable de défendre rude. Par contre, effectivement, et là je souscris à l'intégralité du propos, à la virgule près, au propos d'Andrea Stella. Mais aujourd'hui, c'est trop tard en fait. Tu peux plus le reprocher. C'est un gamin mal éduqué. À partir du moment où en 2021, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Non, c'est un dictateur. À partir du moment où en 2021, il n'a pas été sanctionné à la hauteur des sanctions qu'il aurait pu prendre sur des événements, des accrochages. Je vais revenir, alors je sais... il y aura la fanbase de Max Verstappen qui va trouver ça scandaleux. Je m'en fous, je dis ce que je pense. 2021,
il faut quand même en avoir conscience. Aujourd'hui, on a 3 ans de recul. Son adresse, si jamais. On a 3 ans de recul, donc l'aspect émotionnel du moment est parti, est passé. 2021, on a eu, arrêtez-moi si je me trompe, 2 crashs entre Hamilton. Je compte pas Jeddah, on a eu. Oui. Parce que Jeddah, c'est vraiment une circonstance particulière. Tu pourrais me compter Imola, parce que c'est pas un crash, mais il y a un petit accrochage. J'ai eu des accrochages. Imola, mais tu peux compter le Brésil. Silverstone. Non, je parle d'accrochage. Il y a 2 crashs et plein d'accros. Monza. Oui, les 2 fois, Hamilton ne lâche pas, c'est ça. Toutes les autres possibilités, Imola notamment, si on n'a pas eu de crash et si on n'a pas eu 7, 10 ou 15 crashs parce qu'Hamilton ne lâche pas. C'est parce qu'il y a un seul pilote qui a lâché. Oui. C'est Hamilton. Oui, là, ce que je dis. Verstappen n'a jamais lâché. Alors peut-être que dans la gestion du championnat en début de saison à Imola, Hamilton se dit ce sera pas une menace pour le championnat, du coup je vais pas défendre aussi rudement. En fin de saison, c'est devenu notamment Interlagos. Mais 2021, s'il y a un seul pilote qui a la responsabilité des crashs et la responsabilité surtout des crashs qui auraient pu survenir et qui n'ont pas eu lieu, c'est Max Verstappen. Non, Silverstone, je suis pas d'accord. Les gars, je vous propose, c'est qu'on refasse pas non plus l'histoire. On est à 35 minutes, on a fait un seul enseignement. Donc ce que je veux dire, c'est que si 2021, il s'est passé ce qu'il s'est passé, et qu'à l'époque, il n'a pas été sanctionné, pour conclure, non mais parce que je veux conclure le propos, si en 2021, il n'a pas été sanctionné, moi je comprends qu'aujourd'hui il ne concède pas le fait d'être en tort sur une situation où il a été sanctionné selon le règlement. Si tu tabasses l'application du règlement, te punit, pourquoi tu recommencerais pas C'est le manque de constance aussi peut-être dans l'appréciation des. Mais c'est la zone grise. C'est la zone grise de créer ce genre de truc. En 2019, c'était Let's Them Race, rappelle-toi, et voilà, et on là, voit Max Win un peu. Voilà, c'est ça. On voit aussi un manque de constance année après année. Mais encore une fois, pour conclure, c'est vraiment un accrochage qui aurait pu être évité par les deux. Complètement, exactement. Les gars, deuxième enseignement, parce que on a 2 mecs qu'on finit dans le bac, mais on a surtout un vainqueur. 585 jours d'attente pour Mercedes, c'est George Russell depuis le Grand Prix du Brésil 2022. George Russell s'est imposé à la surprise générale hier, 5e vainqueur de cette saison 2024, George Russell. Preuve, bien que 2024, c'est pas si mal que ça, les amis. On vous l'avait dit dès le premier Grand Prix d'ailleurs. Russell et Mercedes, Mercedes qui inscrit quand même 45 points en Autriche, et l'écurie qui a marqué le plus de points. Mine de rien, avec tout ça, avec la P1 de Russell, la P4 de Lewis Hamilton. Est-ce un nouveau coup dur pour Lewis Hamilton? Est-ce que justement cette victoire va permettre à George Russell de s'imposer encore un petit peu plus comme un leader qui rassure en vue de 2025? Et puis on mettra aussi cette performance en perspective, les gars, d'un week-end encore une fois difficile pour la Scuderia Ferrari. Mercedes a retrouvé la lumière, certes avec des circonstances, mais c'est quand même pas anodin ce qui s'est passé hier. Pour moi, il n'y a rien à déduire de cette victoire. Rien. Quand même. C'est un enseignement et il n'y a rien à déduire. Parce qu'en fait, George Russell, 2 fois, je crois, il a été en mesure de gagner et il ne l'a pas fait. Notamment à Singapour en 2023. Et 8 dit Montréal aussi. Montréal, c'est ça. Les fois où il a été en mesure, parfois il a manqué de constance, il a manqué de clutchitude c'est ça. à ce moment-là, d'être décisif. Et là, je suis désolé, pour moi, elle lui tombe dessus, cette victoire. Alors, il y a toute la construction du week-end. La Mercedes n'est pas top, et lui s'accommode de ce manque de stabilité mécanique qu'a la Mercedes, compensé par des évolutions qui vont dans le bon sens. Mais pour autant, la Mercedes manque toujours de stabilité, et la preuve, c'est qu'il manque de 10e à George Russell tout le week-end face à Norris et Verstappen. Il la place. Et il faut déjà le faire. Ce que Ferrari n'a pas réussi à faire. Ce que Piastri n'a pas réussi à faire. Ce que Perez n'a pas réussi à faire. Ce que Perez et Piastri, on est bien d'accord, c'est les deux normalement qui doivent être à cette place-là. Exactement. Piastri pour un problème de track limit, Perez pour un problème de Perez. Pour un problème de voiture, fond plat déchiqueté dès le premier tour. Avec l'accrochage avec Leclerc, ouais. Le fond plat, un trou. Oui, il y a un trou depuis 4 courses. Bah, en l'occurrence, factuellement, il y a un trou. Bon, cette fois-ci, il y avait un trou. Voilà. Je l'accorde. Attends, mais devrait mettre des Kit Kat. Mais si t'as raison, c'est sur le crash avec Leclerc. Allez voir la story tu mets des Kit Kat pour faire le fond plat. Kit Kat Ball en effet Venturi. Ou en barre, comme tu veux. On a ni moi de les designer, puis c'est bon. Ça va fondre avec le soleil, mais bon. Pardon pour ces digressions. Faut rire. Cette pub pour Kit Kat. Ah, quand même, ouais. Le trou est impressionnant. Tu peux le montrer à la caméra. Ouais, voilà. C'est quoi, c'est pas le fond plat, pardon, c'est le bargeboard, non. Non, le côté. Bon, en l'occurrence, il y a une excuse pour celle-ci. Mais bon. Tout ça pour dire qu'il fallait la placer là pour Russell. Il l'a fait et il récupère les miettes qui, au final, deviennent le gros gâteau.
tant mieux. Au-delà de ça, c'est pas une victoire méritée. Ah, moi je te trouve dur. C'est pas, mais il mérite pas la victoire, il mérite son podium, il mérite d'être le numéro 1 de Mercedes parce que il est devant Lewis Hamilton depuis le début de saison parce que Hamilton n'arrive pas à s'accommoder de cette W15. C'est pas rien. Bien sûr que c'est pas rien. Mais est-ce que ça mérite une victoire? Ils sont devant Ferrari. Ils récupèrent les miettes. Rappelle-toi qu'après Imola, on pose la question, et si Ferrari se battait pour le titre? Mais c'est Ferrari qui a raté ses upgrades, ils le savent. Mais il y a Ferrari peut-être qui a raté ses upgrades, mais j'ai l'impression quand même que Mercedes qui arrive avec une stratégie différente, qui arrive avec des nouvelles pièces à chaque course et qui est pas arrivé avec un package massif sur lequel ils sont ratés, j'ai l'impression que Mercedes quand même fait un bond en avant. La vérité c'est que George Russell l'emporte parce qu'il est 3e à la track position, qu'il est devant la 2e Red Bull, qu'il est devant son coéquipier, qu'il est devant de Ferrari. Et que la virtual safety car sauve Russell d'un retour de Piastri. Mais bon, ça c'est autre chose. La seule chose, ok, je vais dans ton sens. Non, mais t'as le droit. Mais en fait, mais t'as raison parce qu'il faut toujours trouver la tempérance. Sinon, on est juste en fait des gens qui balancent des opinions sans les argumenter. Donc effectivement, quand t'argumentes ça, il y a des choses qui me viennent en tête pour aller dans ton sens. Et dans ton sens, je trouve que effectivement, Mercedes a des grosses évolutions qui vont arriver, notamment à Silverstone. Si Russell se met dans une position de confiance en arrivant dans son Grand Prix à domicile, avec des évolutions qui arrivent, avec une domination pour le moment sur son coéquipier Lewis Hamilton, qui a pris une pénalité hier, avec une 2e victoire en carrière, avec une animation une excitation entre Verstappen et Norris qui est là, George Russell arrive en position favorable à l'arrivée de ce package. Ça oui, il se met dans des conditions favorables pour entamer cette suite de saison qui quand même ne ressemble en rien pour lui et pour Mercedes au début de saison. Donc là-dessus, je suis d'accord. Au-delà de ça, est-ce que c'est un déclic, oui ou non, ou quoi que ce soit? Pour moi, il prend 25 points et il en prend juste 10 de plus que ce qui était prévu. Oui, c'est vrai. C'est tout. T'as raison. C'est anecdotique, le reste. Hamza, quand tu te situes là-dessus, cette victoire de Russell, qu'est-ce que t'inspire? Je trouve Brice... Si on la remet en perspective de cette saison et de la saison de Russell. Je trouve Brice quand même un petit peu dur. Parce que à mes yeux elle montre quand même la progression de Mercedes sur ces dernières semaines. Oui, elle n'était pas capable de lutter pour la victoire aujourd'hui. Oui, la victoire lui tombe dessus parce que effectivement à 10 tours de la fin ou même pas, il y a un crash entre les deux devant. Maintenant, il faut se placer devant les Ferrari, il faut se placer devant son coéquipier, il faut se placer. Oui. Et il le fait. Et Mercedes le fait. C'est vrai. Et Hamilton le fait aussi. En l'occurrence en qualification. Après, il se passe ce qu'il se passe en course, la pénalité assez bête de 5 secondes. J'avoue ne pas trop comprendre. Parce que tu es de ceux qui louent Verstappen 2020 et sa régularité en 3e position. Tu loues le fait d'être celui qui récupère ce qu'il y a à prendre à ce moment-là. Et ça, je le suis tout à fait d'accord. Sauf que ça fait 2 courses que ça arrive. Ça fait pas 8, 10, 20 courses que Russell est l'homme de la situation derrière Verstappen et Norris. Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est une victoire jackpot. On dit à peu près la même chose, je pense. C'est que, et d'ailleurs, on se l'est dit hier en réunion, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette victoire? C'est pour ça qu'on a décidé de la remettre un petit peu en perspective de cette saison. Tu l'as dit, ça montre le bond en avant de Mercedes. Quand tu vois toutes les galères qu'a eu Lewis Hamilton hier, et ce depuis quelques semaines, on peut se dire aussi que, tu vois, George Russell, on avait été critique en fin de saison 2023 en se disant, mince, il nous laisse un petit peu sur notre faim. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus régulier. Alors, on sait pas ce qui se passe en interne. Est-ce qu'il est vraiment favorisé? Est-ce que tout ce qui a été dit, par exemple, il y a une semaine, il y a un petit fond de vérité ou quoi que ce soit? On n'est pas allé enquêter, on n'a pas d'infos, donc on va pas se projeter là-dessus. Mais moi, je vois quand même un Russell beaucoup plus consistant en 2024, à l'image de Mercedes qui revient quand même avant, tu l'as dit, le Grand Prix de Silverstone qui va apporter son lot de nouveautés et d'évolutions sur cette voiture. J'ai l'impression qu'on a compris des choses quand même. Après, nouveauté ne veut pas dire performance. T'as raison. Regarde Ferrari aussi. Mais pour le coup, jusqu'à présent, Mercedes, depuis Monaco en tout cas, dès qu'elle rapporte une pièce, ça se passe bien. Et moi, je l'ai trouvé. Et n'oublions quand même un peu. J'ai oublié de le dire, mais tu sais qu'on oublie souvent qu'en Autriche, Mercedes a toujours été en galère. À part dans les années 2014, 2000. Ils ont toujours été en galère, mais les voitures ressemblent plus du tout à la Mercedes d'avant. Je suis d'accord, mais l'histoire de l'altitude et ce moteur qui n'est même pas justement, etc. La Mercedes est bonne dans les rapides. Donc à partir du moment où McLaren et Red Bull sera forte, Mercedes sera forte. Et inversement, en fait, en Hongrie, normalement, on devrait les voir nulle part quand même. Elle est bonne à peu près partout maintenant. Quasiment. Non, elle est bonne dans les rapides. paraît-il. Elle est bonne dans les rapides et du coup, depuis les évolutions, je parle. Oui, voilà, depuis les évolutions. L'inverse avant. Exactement. Elle est bonne dans les rapides et du coup, c'est la force de la McLaren, c'est la force de la Red Bull. Et quand tu as un enchaînement Canada, Barcelone, Autriche, c'est quand même normal que la Mercedes s'en sorte. C'est d'ailleurs comme ça qu'on voit les classements qui sont relativement similaires depuis le Canada et que Ferrari est à la ramasse depuis le Canada. Par contre, tu vas arriver en Hongrie, tu verras.
si ce package est bon ou pas. Complètement. Tu verras si Ferrari n'est pas devant, on sait pas. Je trouve Mercedes assez prétentieux quand même d'arriver, alors que ça fait 2 ans et demi qu'ils galèrent, et dès qu'ils ramènent un package qui marche, dire on est devant Ferrari. Pour le moment, Ferrari comprend pas ses évolutions, Ferrari a un badge d'évolution qui pour le moment est un peu compliqué, ils vont en ramener d'autres. Donc, je sais pas, je les trouve... ils ont trouvé le problème certes, mais enfin la performance c'est quelque chose qui évolue. Regardons les déclarations et comme ça je vous fais réagir juste après parce qu'il y a quelques informations intéressantes. George Russell qui commençait déjà, regardez cette phrase prémonitoire, c'était à l'arrivée des qualifications pendant la séance d'interview, il dit Max et Lando sont assez chauds en piste donc je vais les regarder faire et pourquoi pas essayer de me faufiler à l'intérieur. Et ben il a eu raison, George Russell, c'est ce qui s'est passé, c'est une prophétie de ce qui s'est passé le dimanche. Il s'est faufilé à l'extérieur. À l'extérieur, t'as raison d'ailleurs. Oui, parce que très ça aurait pu faire une Grosjean Hülkenberg 2018 à Barcelone. Oui. Tu te souviens ou pas? 4e virage, Grosjean part tout seul en live dans le départ. Oui. Et il vient shooter Nico Hülkenberg et ça aurait pu finir comme ça pour George Russell. Ça aurait pu très mal se finir. Parce qu'il les dépasse en fait en même temps, à 3 de front. C'est pas passé loin. George Russell en conférence de presse après la course qui justement disait non t'inquiète, je n'arrive pas à croire que j'étais aussi proche de Lando et Max, on rêve toujours de ce genre de possibilités, je suis tellement heureux d'être de retour sur la plus haute marche, l'équipe a travaillé si dur, nous avons fait de gros progrès, les dernières courses ont été incroyables, il y a mieux à venir, on aurait pu gagner au Canada de manière réaliste si je n'avais pas fait d'erreur, donc je suis heureux d'être de retour sur la plus haute marche. Oui, aussi proche c'est 15 secondes. Oui, pour lui. C'est vrai que... Ouais, mais il vient de loin. Oui, c'est vrai, mais encore une fois aujourd'hui en Formule 1 quand t'as une performance à 2-3 dixièmes au tour de différence face à tes concurrents, la position de départ elle est capitale parce que c'est vrai que cette course si Piastri prend pas son tour annulé en qualification, Piastri la gagne. Si avec des tu peux refaire des courses, mais mine de rien aujourd'hui le samedi devient capital dans l'optique de ta gestion de un week-end. peu moins ce week-end hein, parce que Norris il était pas là sur le samedi par rapport à Max. Oui, enfin, il part pas 14e. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, le samedi t'indiquait quand même qu'il y avait une différence de performance énorme entre la Red Bull et la McLaren. Certes, maximisé par 3 zones DRS qui font 80% de la piste pour la qualification, mais je veux dire, ce samedi était moins serré que les autres. C'est ça que je veux dire. Oui, mais en qualification, quand tu pars deuxième, partir deuxième sur la grille, à 5 dixièmes ou à 5 centièmes, tu pars deuxième. Mais tu vois, par exemple, ce que dit Russell, moi, ça me fait peur sur un truc pour Mercedes, c'est que Mercedes, dès qu'ils ont une amélioration depuis 3 ans, en fait, ils oublient tous leurs problèmes, j'ai l'impression. Ils ont changé la corrélation simulateur-piste. C'est la fiesta. On revoit Toto Wolff avec le sourire. Tout le monde est heureux. On est 3e force. On est devant Ferrari. Alors que, oui, voilà. En fait, il y a une sorte de culture de l'instant, un peu, j'ai l'impression. Mais qui les a trompés pas mal de fois. Et qui les a trompés au Brésil en 2022. Qui les a trompés à Barcelone en 2023. Oui, ça fait 3-4 courses là, donc c'est quand même effectivement structurellement il y a un mieux. Mais regardez Lewis Hamilton, la stabilité qu'il a. Son train arrière n'est toujours pas là. Le défaut et l'avarie majeure de la Mercedes depuis 3 ans, il existe encore à minima chez Lewis Hamilton. Donc calma, Sekeda. Ah non, pas Sekeda pour Hamilton. Ouais, lui, il s'est bien calmé, lui. Hein. Je trouve qu'il a pris 10 ans en un mois, Alonso. Bref. Mais il a pris le meilleur tour. À Max Verstappen. Ouais. Il est arrivé et lui a fait. C'est vraiment un gamin. Chaque cabron. Il a pris le dernier. Il s'est arrêté pour prendre le meilleur tour à la troll. Là, il a vraiment fait la justice. Et il se bat face à Red Bull, manifestement, pour le championnat. Mais ouais, grave. Il a oublié que c'était pas début 2023. La 33, hein. On l'attend toujours. Ouais, c'est fini. 33 abandon, je pense. Tu vois, là, il faut pas que Mercedes se dise que c'est fini en fait. Il y a trop de trucs à faire encore et regarde la perdition de la Mercedes sur certaines phases de course, regarde la perdition de la Mercedes sur certaines phases de qualification. La voiture, elle est pas encore dans une marche ultra saine, je veux dire. Je te trouve dur parce que regarde, regardez Hamilton en qualif. Non mais oui, t'as raison, mais Russell, la voiture de Russell par exemple n'avait pas les problèmes de stabilité d'Hamilton. Est-ce que ils ont la même voiture? Est-ce que les réglages de Russell étaient les meilleurs? Je ne sais pas. Toto Wolff, tiens, l'homme qui a perdu 10 ans en un week-end. Toto Wolff. Il les a pris Alonso alors. Ouais, il les a pris Alonso, c'est ça exactement. Il dit George a fait un excellent travail pour rester à portée de main. C'était une 3e place sur le rythme, mais quand les deux ont commencé à se battre à l'avant, nous avons pensé que des choses pourraient mal tourner. Tiens, on sait tout à l'avance du côté de Mercedes. Ça fait longtemps, on a eu des moments très difficiles, mais on revient. La voiture est de mieux en mieux. Il nous manquait 2 dixièmes au tour. Aujourd'hui, il fallait être là et George était là pour en profiter. Et ça fait du bien. Toto Wolff, donc ça c'était sur Sky Sport. Toto Wolff qu'on a aussi eu sur Canal+, où il nous a pas mal régalé dans l'émission Formula One. C'est sérieusement un des trucs les plus cons que j'ai fait en 12 ans de Formule 1. Et donc il parle de la radio où il prévient George
Russell justement que les deux se sont touchés. J'ai vu que les deux se sont touchés, j'ai appuyé sur le bouton pendant que George freinait pour passer de 320 km/h à quasiment 0. Je suis embarrassé, mais on était tous excités de voir la victoire se profiler. Je crois qu'on se rapproche de la tête, on arrive à Silverstone et puis les 2 ou 3 dernières courses, Ferrari n'était pas compétitive. Il y a peut-être un truc aussi intéressant chez Mercedes, t'as raison, ils se sont trompés à l'époque du Brésil 2022, après avoir gagné, où ils se sont dit mais attends, on est dans le vrai avec notre concept sans ponton, on commence à le comprendre. Moi j'ai l'impression aussi que c'était un peu moribond avec les actualités de cette intersaison, que là il y a un petit bond en avant et que mine de rien, pour l'unité aussi également de cette écurie, c'est important pour la suite, la confiance. C'est une très bonne chose, c'est un résultat qui vient... C'est comme en foot, si tu gagnes alors que tu es sur une série de défaites absolument horribles, que ton jeu ne s'est pas amélioré, ou un petit peu amélioré. C'est que t'as Georges Mikotadze. mais en fait que tu viens chercher la victoire, en fait ça fait du bien aux têtes, ça fait du bien ça aide à se remettre dans de bons rails. Non mais je comprends ce que veut dire Brice, attention à ne pas voir cette ils l'ont fait 2 fois déjà. C'est ça. Le passé nous a prouvé que peut-être ils se sont trompés de direction après justement un succès ou un résultat positif. Et n'oublions pas que Hamilton 2023 a déjà 3 podiums à ce moment-là de l'année. Il faut juste minorer cet aspect. Je tiens juste un dernier mot à souligner que la voiture de sécurité virtuelle, elle sauve Russell d'une lutte pour la victoire et potentiellement d'une perte de victoire, puisqu'il y avait 2 secondes au moment de la voiture de sécurité. Piastri était juste derrière Sainz. Avec des pneus tendres, enfin des pneus médiums là où Russell avait des durs. Ça a aussi surtout sauvé les pistonnés d'une vignette. Piastri, le prodige, a prodigé. C'est tout ce que il aurait rien prodigé du tout, il aurait profité de ça encore une fois. Il y a Silverstone qui arrive. Il y a un truc qu'on n'a pas dit. Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur ils se sont plantés sur la strat aussi, Red Bull sur un point. Dernière chose, je sais. Mais tu reviens à l'enseignement. Oui. Ils se sont plantés sur la strat sur un truc. Ils sont plantés sur la strat sur un truc, c'est que c'est les seuls à pas avoir gardé un train de médium. Et ils ont gardé un train de hard alors que McLaren a gardé un train de médium. Ils ont pas appris ça en EL1 et c'est ce qui a obligé du coup Max Verstappen à mettre des médiums usés et ainsi provoquer ce qui s'est passé. C'est tout. Hop. On a donc 8 minutes pour faire 2 enseignements les gars. On va commencer par As. On va commencer par As. L'audace au pays de Niki. 0 points sur les 4 dernières courses pour l'écurie As. Et une session sprint qui avait été plutôt galère. N'oubliez pas que Hülkenberg notamment avait été pénalisé et a fini à 17ème. Elle manquait de rythme. Ces 2 voitures, elles étaient un petit peu nulle part. Et patatras, à l'arrivée de ce Grand Prix d'Autriche, 12 points. 12 points, pardon, 12 points. Pas 12 points marqués sur ce week-end, mais surtout ils atteignent la barre des 12 points après 11 Grands Prix, c'est-à-dire autant que sur toute la saison 2023. Alors si on se replace... Oui, vas-y. Non. 12 points sur ce GP. Ah non, pardon, t'as raison. 12 points sur ce GP. GP, et c'est autant qu'en 2023. Oui, t'as raison. Et c'est autant qu'en 2023. T'as raison. Heureusement que tu me reprends. Si on revient sur les faits, bien sûr, de cette course, il y a cette stratégie, justement, audacieuse. La volonté, en tout cas, de miser sur l'undercut. Et il était puissant hier du côté de l'Autriche, comme stratégie clé. Le crash Norris-Verstappen, qui leur a forcément apporté un bonus et qui a permis notamment à Nico Hülkenberg de réaliser sa meilleure performance en course depuis, je crois, Monza 2019. Il n'avait pas fait P6 depuis cette époque-là. Un Hülkenberg, il faut le dire les gars, qui a été vraiment héroïque. Alors on a l'explication maintenant du problème de Perez, mais qui a été assez malin. Je vous le mets là justement dans cette explication. Nico Hülkenberg qui dit « C'était très dur de garder Perez derrière dans les 2 derniers tours. Il est passé devant, mais dans le virage 3, je l'ai laissé passer devant. Alors j'ai eu le DRS, ce qui m'a évidemment remis devant. Ça fait doubler les points pour l'équipe, ça aide beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça, une performance d'équipe incroyable et je pense que c'est maintenant confirmé qu'au milieu de peloton, sur tous les types de pistes, nous sommes compétitifs, nous pouvons nous battre et c'est vraiment une excellente nouvelle. » Et un gros package arrive à Silverstone pour As. Oui, alors, les mises à jour, t'as toujours un doute à faire. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais alors, on est d'accord que, je vais exagérer le trait, mais l'undercut est la première force de ce Grand Prix d'Autriche. Devant Red Bull, devant McLaren. C'est vrai. L'undercut te faisait gagner quelque chose de spectaculaire. À partir du moment où c'est une ressource commune, As a décidé de s'en servir. Et avec un pilote tel que Nico Hülkenberg qui franchement a fait... Enfin, en fait, on s'en rend pas compte. Parce qu'évidemment, c'est pas forcément la tête de course. Mais je pense qu'il a fait une des plus grandes courses de sa carrière. Ah, franchement, il est énorme. Sur ce Grand Prix. Alors évidemment, j'ai pas vu toutes les courses on-board de Nico Hülkenberg. Donc peut-être que j'exagère le trait. Mais ouais. Mais alors, sincèrement, regardez ça pourrait ne plus arriver bientôt. Enfin, ça le rythme de Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg a le même rythme que Carlos Sainz. Alors qu'il n'a pas la track position de Carlos Sainz. Il n'est pas emmené devant lui par quelqu'un d'aussi rapide que George Russell. Piastri, pardon. Oui, Piastri. Non, Russell. Il n'est pas emmené par ce genre de rythme-là. Et il a un rythme phénoménal, dû évidemment au fait qu'il ne laisse pas durer ses tours aussi longtemps, ses pneus aussi longtemps que les autres.
Franchement, la course de Nico Hülkenberg, c'est une course d'élite. Une course de top 5, de grands pilotes. Et je sais pas ce que tu vas dire là. Je voulais te mettre un tir, mais en fait, je me suis souvenu que non, pas du tout. Je t'avais déjà loué. Sur le classement des pilotes Sur le. Ouais, non, mais en fait, tu l'avais mis aussi, chapeau 3 comme moi. Non, c'était Hydro qui avait mis. Et tu me regardais. Avec un dé. Allez, ça dégage, c'est dehors. Et tu me regardais, Hydro, je sais que tu nous regardes. Attention Hydro. Je te rappelle que pendant ma démonstration, tu me regardais et tu faisais. Oui, non, c'est vrai, j'étais fier, j'étais très fier. Non, mais. Très fier, t'es pas mon père. Oui, non, comme Bottas par exemple. Quand même, comment Comment Non, mais la course d'Hülkenberg, oui, elle est parfaite, mais plus généralement, c'est la course de Haas. Effectivement, tu soulignais cette stratégie. Ricciardo aussi s'est calé sur cette stratégie, et bizarrement, Ricciardo termine aussi dans les points. Donc, avec un rythme très compliqué, malgré avec une victoire à l'agonie. Ouais. C'est ça, il est resté dans la course avec Magnussen et Hülkenberg. Que veux-tu dire, honnêtement je trouve que oui, Haas, course parfaite, stratégie parfaite, il n'y a pas eu d'erreur au stand, il n'y a pas eu d'erreur de pilote, sauf Hülkenberg au début du dernier tour, où il sort trop large du dernier virage de l'avant-dernier tour, ce qui permet à Perez de se retrouver très proche au virage 1. Exprès, du coup, derrière, au virage 3, effectivement, excuse-moi. Manifestement, il était tellement proche qu'il a laissé passer pour le repasser au virage 4. C'est une prise de risque qui a payé de la part de Nico Hülkenberg. Bravo à lui, bravo à Magnussen aussi, parce que c'est vrai que Magnussen, depuis le début de la saison, il est assez critiqué pour ses crashs, pour ses points de pénalité, pour ses stratégies de ralentir tout le monde pour laisser passer, pour laisser de l'espace à Nico Hülkenberg. Quand il fait du bon travail, il faut aussi le souligner, et je trouve qu'on doit le faire, et Magnussen aussi fait une grande course. Après, sur la lutte avec Perez, encore une fois, du coup, le fait d'avoir ce problème pour Checo au niveau du ponton, je sais pas à quel point ça a influé ou non sur la non-possibilité de passer une Haas. Ah, mais c'est sur le ponton, c'est pas sur le fond. Non, je me trompais, non, c'est sur le ponton. Non, c'est pas pareil. Enfin, vu le trou, ça a l'air d'être bien pénalisant quand même. C'est un trou important, mais je sais pas à quel point. Hamilton aussi, d'ailleurs. Pénalisant en dixième ou pénalisant en dizaines de secondes. Hamilton aussi a pris un gros débris, probablement du crash Norris-Verstappen, sur le ponton, donc il a terminé aussi avec un trou. Mais après, moi, avec Haas, au-delà des évolutions qui arriveront, historiquement, l'Autriche, ça a toujours été une piste où ils ont performé. Ouais. Donc, je sais pas à quel point aujourd'hui tu peux considérer Haas sur les prochaines courses comme étant une écurie qui pourrait signer des Q3, qui pourrait signer régulièrement des points. Si demain tu me dis Silverstone, malgré les évolutions, ils arrivent 14 et 17, je serais pas non plus très surpris. Oui, mais comparé à avant, il y a un truc qu'on peut pas se permettre d'omettre, c'est que je sais pas si c'est l'arrivée de Komatsu qui a fait ça et si c'est une influence différente, mais j'ai l'impression qu'à chaque Grand Prix, ils ont un plan qui marche ou qui marche pas, mais qu'ils ont un plan, et quand ça marche, on le regarde, on fait waouh, c'est avec Maestria qu'ils ont fait ça. L'Arabie Saoudite en est un exemple. Là, l'Autriche en est encore un exemple. Il y a un autre Grand Prix où j'ai plus le en tête, mais au final, la performance, ils l'ont pas forcément. Mais par le fait de mettre un all-in sur un plan, eh ben, il y a 1, 2 Grands Prix, 3 Grands Prix comme ça où ça paye. C'est un peu la méthode de Jos Capito, Jos Capito chez Williams. Mais en attendant, mettre 12 points là, je préfère ça plutôt que faire 10 et 11 à chaque course de la saison. Hein. C'est-à-dire qu'au final, s'ils répètent ça 2 ou 3 fois, à la fin, Haas, ça va être 40, 50 points. Et 50 points, bah, c'est peut-être pas la performance de la Haas aujourd'hui. Il y a quand même un truc intéressant, regarde ce qu'il dit à Yao Komatsu, et on conclura là-dessus. Il dit: notre performance a été incroyable, parfois nous n'avons pas de chance, Nico et Kevin ont bien conduit, les aérostands sont bien passés, tout s'est bien passé, je suis sans voix, je suis tellement content pour tout le monde d'avoir obtenu ce résultat. Il y a quand même un truc, et Magnussen, je vous exhumerai, il faudra qu'on parle de façon de Haas à mon avis dans quelques temps, parce qu'il paraît que le projet sportif de Haas va changer avec beaucoup plus de moyens à l'avenir, c'est ce qu'a dit Julien Febvre notamment sur les antennes de Canal+. Magnussen a fait une éloge ce week-end à Yao Komatsu. Alors on sait qu'il espère garder son baquet, mais là c'était assez sincère, et Magnussen justement dit que Yao Komatsu a ramené énormément de sérénité, de confiance en soi aussi au sein d'une équipe qui en avait vraiment besoin, et je pense qu'il faudra à un moment donné ouvrir le dossier. On voit vraiment l'influence, il y a une différence quand même de... Bien sûr. Ingénieur en fait, c'est l'aspect Binotto. Utilisation. T'as raison. Mais les stratégies sont plus avisées. Encore une fois, mais t'es un ingénieur et t'es un ingénieur manager, tu vois. Oui, non, mais ingénieur ne veut pas dire être capable de manager une équipe. Binotto est un homme qui bossait dans les moteurs, Komatsu est un homme qui bossait avec Grosjean. Mais si tu sais le faire, dans l'humain. Non, mais je veux dire, il a une formation d'ingénieur. Bien sûr. Mais si tu sais le faire,
effectivement, on le voit avec Williams, on le voit avec Haas, et ça promet. Effectivement, je pense qu'il y a un débat à faire bientôt sur cette écurie. Et très rapidement, pour conclure sur Nico Hülkenberg, qu'est-ce qu'il y a? Tu remets la pièce Nico Hülkenberg quand tu peux. Ah ouais, je kiffe ce pilote, ça coûte. Ah écoute, je trouve qu'il n'a pas été jugé à sa juste valeur tout au long de sa carrière, et ça me fait plaisir quand même de le voir que sur cette fin de carrière, peut-être qu'il terminera sa carrière sans podium et que cette stat le poursuivra. Ah, mais l'impression qu'il laisse quand même chez Haas. Il a chez Audi l'occasion, avec un contrat multi-année, de briller dans une structure qui peut-être ne fera rien, mais peut-être fera de très grandes choses. Et à 36 ans, avec ces stats-là, il a une opportunité, un pont d'or vers une possibilité, je dis bien une possibilité, et pour le coup, c'est mérité dans le sens où c'est peut-être la dernière chance de pouvoir montrer quelque chose pour Nico Hülkenberg. Et justement, chez Audi, alors je regardais une émission qui malheureusement bientôt ne sera plus possible de regarder en France sur la F1 TV, Tech Pro, paraît-il à cause des lois anti-tabac. Ouais, l'émission de Sam Collins qui disait que en fait Audi parce que alors manifestement, encore une fois, je suis pas forcément spécialiste, donc si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais en fait, les motoristes devront aussi travailler désormais sur leur version du biocarburant. Et paraît-il, comme Audi a l'habitude de le faire sur d'autres disciplines, tout à fait. Ils pourraient avoir une avance pas le Dakar aussi, importante, le Dakar, logiquement dès le début. Ce qui veut dire que potentiellement début 2026, il se peut, après encore une fois, j'aime pas trop parce que voilà, dans un an et demi, et puis on sait pas ce qui se passera. Mais potentiellement, Audi pourrait avoir une avance et un avantage sur cette partie-là. Oui, comme un retard énorme sur d'autres trucs. Hein. C'est ça. Donc on sait pas. Mais effectivement, et là je te rejoins, c'est du qui tout double. Mais pour Nico Hülkenberg qui est en fin de carrière, c'est la dernière chance de sa vie. Oui, il y a rien à perdre lui. Donc c'est ça. Exactement. Et Audi, on en parlera dans le débat de mercredi. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. On termine rapidement, les gars, sur un enseignement. Je dis rapidement parce que Alpine, c'est un peu devenu le feuilleton, le passage obligatoire de chaque émission. On a été parfois virulent, on a été parfois pas d'accord, même si dans le fond je pense qu'on est quand même d'accord sur l'impression laissée par cette saison, et puis surtout sur le duo de pilotes Ocon-Gasly. Il y a encore eu quelques frictions en piste. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que eux en font trop sur la piste? Est-ce que nous on en fait trop aussi dans nos jugements? On notera quand même dans le positif qu'il y a encore eu une voiture qualifiée en Q3, que les deux étaient notamment présentes en SQ3. Gasly qui termine encore dans le top 10 avec un beau dépassement quand même sur Charles Leclerc, ce qui donne la 4e course consécutive dans les points pour l'écurie française. Puis, pour revenir au sujet, plusieurs frictions en piste avec des défenses assez viril de la part de Esteban Ocon, la petite phrase d'Esteban Ocon à Canal+, que je vais vous donner dans quelques instants, et les pilotes qui, à l'arrivée, jouent un peu l'apaisement, d'où cette question, est-ce que nous, on en fait trop dans le traitement Ocon-Gasly, ou est-ce que eux nous incitent à en faire trop avec leur dépassement en piste? Juste les déclarations, et promis, je vous laisse bien prendre la main. Pierre Gasly, justement, à l'arrivée, était questionné par Laurent Dupin sur Canal+, l'excellente émission Formula One. C'est la Formule 1, on est ici pour courir, pour se bagarrer, et voilà, je pense que c'était bien, il n'y avait pas de consigne, on se bat en piste et c'était un peu chaud, ça s'est bien passé, on arrive à marquer un point et on verra s'il y avait mieux à faire. Voilà, donc il calme tout de suite les esprits. Esteban Ocon, pareil, toujours dans l'excellente émission Formula One sur Canal+. C'est une bataille comme une autre. Deux voitures se battent pour une position. Le virage 3, c'est là où ça se passe. Et quand une voiture ressort vite, la bataille continue au virage 4. Mais rien à signaler, c'est une bataille normale. Esteban Ocon, toujours dans l'excellente émission Formula One sur Canal+, qui a dit enfin, qui a par contre lâché un tir derrière. C'est ce que mon physio m'a dit au sujet de la pièce, tu sais qu'il a perdu, notamment sur le passage au virage 10. C'est ce que mon physio m'a dit après la course, mais l'équipe ne l'a pas vu. On avait du mal avec la vitesse, on était très lent et on n'a pas pu garder le rythme du top 10. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je ne sais pas si ça vient de ça, on va regarder après, mais si c'est ça, on a du souci à se faire, car si une pièce vole et qu'on ne le voit pas, et qu'on ne voit pas de perte de performance, alors c'est un gros problème. Bon, alors... Voilà, je vous laisse prendre la main maintenant. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'ils en font trop eux? Est-ce qu'on en fait trop nous? En fait, c'est un vrai débat. Hein. Non, mais... je veux bien que on soit français et que par conséquent, on s'intéresse plus à l'écurie nationale, et de deux, on soit forcément plus dur, parce qu'on est forcément plus dur avec ceux qu'on aime dans la critique du national. En attendant, c'est pas nous qui allumons le jukebox et c'est pas nous qui l'entretenons, hein, parce que non, mais il y a des pièces à tous les grands prix. Là, le ciao de Gasly était nécessaire. Pas très clair. La défense d'Esteban Ocon,
que nous on défend vraiment depuis des semaines, parce que c'est le traitement qu'il a, que ce soit des supporters, des même des autres écuries parfois, des autres pilotes et des médias, on le trouve dégueulasse. Là maintenant, il donne du grain à moudre à ces gens-là, avec des défenses qui n'étaient pas forcément belles, un potentiel break check sur Fernando Alonso, et à côté de ça, t'as Gasly qui lui va dans la diplomatie même mettre des petites phrases par-ci par-là pour foutre la merde. S'il vous plaît, mettez de l'eau sur le feu, parce que moi sincèrement j'en ai marre de parler d'eux quand il n'y a rien à dire sportivement. Là il n'y a rien à dire sportivement, parce que on ne sait pas, on ne sait pas pourquoi ils sont mieux. Oui, peut-être qu'on pourra en parler, mais d'accord, mais je préfère parler d'une équipe qui est mieux et qu'on comprend pourquoi, et du coup expliquer à notre audience pourquoi ils vont mieux. S'ils ne comprennent pas, il n'y a pas à en parler. Dire bravo, ils ont fait 8 et 9, ils ont pris 3 points, 4 points, ce que vous voulez, très bien. Là il n'y a rien à expliquer. Ne venez pas faire parler de vous pour des trucs extra-sportifs. On a compris que vous pouvez plus vous blairer. On a compris qu'il y a un problème. Vous n'avez jamais pu vous blairer. Oui, non, mais d'accord, mais je parle pas d'Ocon Gasly, je parle d'Ocon et Alpine. Oui. On a compris qu'il y avait ce problème-là. Maintenant, en fait, soit vous crevez l'abcès en direct en disant il y a ça comme problème, ça comme problème, ça comme problème, soit vous faites les gentils à sourire toute la fin de saison, soit vous arrêtez le contrat d'Esteban Ocon directement. Mais là, en fait, c'est puant comme ambiance. Enfin, c'est puant. Ok, ça nourrit le divertissement. Je pense que sur Twitter, il y a beaucoup d'hashtags popcorn qui arrivent, tu vois. C'est génial. Mais moi, j'ai rien à dire sportivement sur eux, et sincèrement, est-ce qu'on en fait trop ? En fait, devoir faire un enseignement sur eux là maintenant, ça me saoule, parce que sportivement, il y a rien, et que du coup, ciao, machin, on se met des petites guéguerres. C'est pas digne d'une écurie qui représente la France en Formule 1, voilà. Non, je suis sur le Alonso. Wow, t'as vu ce qu'il a mis le wow, ouais, mais je pense que le wow, c'est sur la défense de Ocon sur. Oui, mais parce que ça a été interprété comme l'attaque entre les deux. Exactement, la lutte entre Ocon et Gasly. Non, je pense vraiment que le wow, en l'occurrence, c'est pas un break check, c'est juste qu'il ferme la porte au moment où Alonso se décale. Mais Gasly arrive si vite. Ça permet à Gasly de passer. Non, Alonso n'a pas le DRS, non, c'est pas ça ? Pour moi, Alonso a le DRS. Ah oui, c'est Alonso qui a le DRS. Justement, en fait, c'est pas Ocon qui n'a pas le DRS. Excuse-moi, qui se fait aspirer. Voilà, et Alonso, il y a un tel écart entre Gasly, Alonso et Ocon que je me dis, ok, je veux bien que Alonso est freiné et que Ocon n'ait pas le DRS, mais l'écart, pour moi, l'écart de vitesse justifierait peut-être un break check ou à minima un lâcher d'accélérateur, parce que Gasly il arrive comme il est si loin au début de la ligne droite et il passe si facilement. L'aspiration, je sais pas, je suis pas convaincu. Oui, moi non plus, mais après t'as tout dit, honnêtement, moi j'ai rien à dire. Ça fait 3 semaines, on en parle à chaque émission. Exactement. Ça valait le coup de faire un enseignement plus long pour le premier, du coup. Bah oui, c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'on a choisi ce 4e enseignement. Tu es le maître d'homme. Voilà les amis, pour ce débrief. J'ai oublié de mettre, je l'ai préparé, mais j'ai oublié de le mettre dans le keynote. Et de toute façon, on est très en retard. Le classement du championnat des conducteurs et des manufacturiers. Des manufacturiers. Mais de toute façon, il y a un Grand Prix la semaine prochaine. Vous dire que Max Verstappen a accru son avance en tête du championnat du monde. Que Mercedes grappille. Et Mercedes en effet grappille. Mais voilà. Juste vous dire avant de se quitter, mercredi, super émission. Et que Haas a 10 points d'avance désormais sur Alpine. Ah oui, et Haas a 10 points d'avance sur Alpine, tu as raison. Mais ça avait changé. Ça c'est le changement majeur après l'Autriche. Point très important, mercredi, grosse émission les amis, grosse émission parce qu'on va parler de l'avenir de Carlos Sainz. Que doit faire Carlos Sainz ? On essaiera de tirer le bilan de la situation dans laquelle il se trouve et puis essayer de se mettre à sa place et le conseiller. Audi, Alpine ou Williams, que doit faire Carlos Sainz ? Et puis on ouvrira et terminera cette émission sur qui doit partir aussi de la Formule 1 parce que le départ de Carlos Sainz vers l'une de ces 3 écuries aura des conséquences pour d'autres pilotes peut-être en fin de parcours et qui devront dire adieu à la Formule 1. Alors soyez avec nous, c'est mercredi, c'est à midi, ça se passe sur FTS et cette émission, si vous voulez pas nous voir, vous pouvez l'écouter également en podcast sur toutes les plateformes streaming. Merci Brice, merci Hamza, vous avez été excellent. La France a besoin de vous, la France a besoin de retrouver le moral. Merci d'avoir été aussi bon ce matin. Avec grand plaisir. Salut. C'est toujours un honneur. C'est toujours un plaisir. Salut. Poudrier.